Coucou tout le monde. Ça va être une longue vidéo quand même, hein, peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Et je voulais la faire parce que c'est très intéressant. Au lendemain de Roswell, contact extraterrestre, un ancien officier du Pentagone révèle les faits et l'étonnante histoire de récupération d'une technologie avancée tenue secrète par le gouvernement américain. Alors, colonel Philippe J. Corso, hein, avec William J. Burns. Stupéfiant, un compte rendu fascinant de l'incident de Roswell et de ses conséquences. Constituant une somme de révélations solidement ancrées dans les faits, avec les lieux nommés, hein, des dates précisées et des noms de militaires et de représentants du gouvernement impliqués au lendemain de Roswell, met fin à des décennies de controverses au sujet du mystérieux écrasement d'aéronefs non identifiés à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Bon. S'appuyant sur des documents récemment déclassifiés grâce au Freedom of Information Act, loi sur la liberté d'information, le colonel à la retraite Philippe J. Corso, qui fut membre du Conseil de sécurité nationale du président Eisenhower, donc je rappelle comme l'arrière-petite-fille c'est Laura Eisenhower, hein, c'est comme ça, Laura Eisenhower, ouais. Oui, et à l'heure actuelle, elle a perdu un gouvernement mondial, tout ça, et des contacts extraterrestres, bon, à l'heure actuelle, hein, on est en 2020, hein, ainsi que la division recherche et développement de l'armée des États-Unis. Révèle ici comment il agirait personnellement des artefacts extraterrestres récupérés sur le site de l'écrasement survenu à Roswell. Par exemple, il raconte comment il a dirigé le projet de rétro-ingénierie qui a conduit à ces découvertes modernes, les puces électroniques, c'est-à-dire les circuits intégrés, grâce à la technologie récupérée de Roswell, hein, du crash. Les fibres optiques, les lasers. C'est marrant parce qu'en ce moment, je me retape tous les Transformers, les films, et il y a plein de codes, hein, dans ces films. Non, bon, il y en a qui sont pas vraiment. Il explique ainsi comment il a secrètement transmis la technologie extraterrestre à des géants industriels américains. Oui, en plus. Dévoilant le rôle joué par le gouvernement des États-Unis lors de l'incident de Roswell, ce qui fut découvert sur le site, le camouflage de l'opération de récupération ainsi que l'utilisation des artefacts extraterrestres, changeant le cours de l'histoire du XXe siècle, au lendemain de Roswell, constitue un témoignage extraordinaire, nous obligeant à reconsidérer non seulement le passé, mais aussi notre rôle dans l'univers. Et je crois même qu'il y a une sorte de quartz, je ne sais plus, dans l'ordinateur, que c'est grâce aux artefacts qu'ils ont récupérés, parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais même pas si on aurait un ordinateur potable, on va dire. En plus, hein, là où je vous parle. Hein. Bon, ce livre est un véritable don du ciel, car il nous fournit enfin tous les détails et tous les noms. Tim Claude Felter de la Caroline du Nord. Et stupéfiant, un compte rendu fascinant de l'incident du Roswell et de ses conséquences, Bob Raimonto de New York. Hein. C'est sûrement des stations radio, je sais pas quoi, enfin bref, journal, ouais. Et je vais attaquer du gros, lourd, parce que c'est EBE. EBE, ça veut dire entité biologique extraterrestre. Peut-être pour une demi-heure, mais c'est pas grave, ça sera une très très belle vidéo. Parce que comme j'ai la filme maintenant, j'en profite. Là, c'est du très lourd. Ok. Alors, si je ne me trompe pas, c'est page 105. Alors là, je suis parti loin. EBE. Ok, on va commencer par ça. C'est un très long chapitre. Ouais. Chapitre 7. L'EBE, entité biologique extraterrestre. Par conséquent, nous devrons peut-être considérer les EBE tels qu'ils sont décrits dans les rapports d'autopsie, comme des robots humanoïdes plutôt comme des formes de vie conçues spécifiquement pour des longs voyages dans l'espace ou dans le temps. Tiens, des robots, ça fait penser Transformers en ce moment. Le jour où je terminerai mon premier rapport à l'intention du général Trudeau, le matin s'était déjà levé sur le Potomac, annonçant une belle journée d'été chaude et humide. Et quel rapport c'était? Il établissait le ton pour tous les autres rapports et toutes les recommandations que je présenterai au général au cours des 2 années suivantes, et commencer par la description de notre plus importante découverte, l'être extraterrestre lui-même, c'est-à-dire l'EBE. Si je n'avais pas lu le rapport du médecin légiste de l'hôpital Walter Reed sur l'être extraterrestre, et si je n'avais pas vu les photographies et esquisses militaires datant de 1947, hein, j'aurais taxé de science-fiction toute description de cette créature. C'est pour ça qu'on n'est pas dans les films. Hein, d'accord. De même, si je n'avais pas vu de mes propres yeux
Cet être ou son semblable suspendu dans un liquide mortuaire transparent à forte ruinée. Mais voici qu'il me réapparaissait cette fois dans une pile de papier jauni et sur quelques photos défraîchies sorties d'une chemise brune entourée d'un bric-à-brac de débris et d'étranges dispositifs contenus dans mon dossier dingue. Ma réaction fut encore plus étrange que le rapport du médecin légiste. Que pourrions-nous exploiter de cette entité? J'ai écrit au général: le fait que nous ayons trouvé une entité biologique extraterrestre est moins important dans le domaine de la recherche et du développement que ce que nous pourrons créer à partir de ce que nous aurons appris de lui afin que l'humanité puisse voyager dans l'espace. C'est devenu rapidement la principale préoccupation concernant tous les artefacts de Roswell et ce fut l'orientation générale de tous mes rapports. Une fois passé l'étonnement devant toutes ces informations ahurissantes et parfois difficiles à avaler, il me fallait séparer ce qui semblait prometteur pour la recherche et le développement à ce qui échappait à notre compréhension pour l'instant. Je commençais par l'IBI, l'entité biologique extraterrestre, je préfère répéter quand même, elle-même. Le rapport médical et les photos qui l'accompagnaient indiquaient que cette créature était remarquablement bien adaptée aux longs voyages spatiaux. Tu m'étonnes. Par exemple, selon l'hypothèse des médecins légistes de Walter Reed, le temps biologique avait dû passer très lentement pour cette entité car elle possédait un métabolisme très lent, ce que prouvaient des énormes capacités du gros cœur et des gros poumons. La physiologie de cet être indiquait que son corps n'avait pas besoin de travailler fort pour se maintenir. Selon le rapport, le gros cœur signifiait qu'il lui fallait moins de battements que chez l'être humain moyen pour transporter un fluide clair et laiteux, presque lymphatique, dans un système circulatoire limité, plus primitif et d'une capacité réduite. Résultat, l'horloge biologique était plus lente que chez l'humain et permettait sans doute à ces créatures de voyager sur de grandes distances en moins de temps biologique que ne le peuvent les humains. Et parce que nous, avec nos fusées, tout ça, bon, avec tous les exercices qu'ils sont en train de subir, bon, je veux dire astronautes, cosmonautes, spationautes, bon, eux, ils n'ont pas le problème, bon, bref, pour eux, c'est de la gnognotte à côté. Hein. Je parle des extraterrestres. Hein. Le cœur était dans un état de décomposition avancée au moment où les pathologistes l'ont eu sous les yeux. Il leur sembla que notre atmosphère était très toxique pour les organes de cette créature. Compte rendu du temps écoulé entre l'écrasement du véhicule et l'arrivée de la créature à Walter Reed, tous les organes s'étaient décomposés beaucoup plus rapidement que ne l'auraient fait des organes humains. Ce fait m'a particulièrement impressionné car j'avais vu l'un de ces êtres, sinon celui-là, même décrit dans le rapport, suspendu dans une substance gélatineuse à forte ruinée. Ouais, parce qu'il y a eu 4 ou 5 êtres, hein, ils avaient été récupérés, je ne sais plus, bref. Donc il avait dû être exposé à notre atmosphère pendant très peu de temps selon les normes humaines, car le personnel médical de la 509e base, à Walker Field, l'avait placé très rapidement dans un liquide préservatif. Oui, préservatif, bon. Néanmoins, les médecins légistes de Walter Reed n'ont pu déterminer avec certitude la structure du cœur, sauf de deviner qu'il ne fonctionnait pas comme le cœur humain à 4 cavités, parce qu'il servait autant de réserves sanguines passives que de pompes. Ils dirent que le cœur de l'extraterrestre semblait posséder des muscles internes s'apparentant à un diaphragme et travaillant moins fort que ceux du cœur humain, car ces créatures devaient suivre dans un champ gravitationnel réduit selon notre conception de la gravitation. À la façon des chameaux qui emmagasinent l'eau, cette créature emmagasinait dans ses grands poumons toute l'atmosphère qu'elle respirait. Ces poumons fonctionnaient de la même façon que les bosses d'un chameau ou qu'un réservoir de plongée, en libérant très lentement l'atmosphère dans le système de cet être. Étant donné la grosseur du cœur et de cette fonction d'entreposage que nous lui prêtions, nous avons également présumé qu'il lui fallait beaucoup moins d'atmosphère respirable pour se soutenir, réduisant ainsi le besoin de transporter d'énormes quantités d'atmosphère pendant le voyage. Peut-être l'aéronef possédait-il un moyen pour refaire circuler son atmosphère, recyclant l'air usé dans le vaisseau. De plus, comme ces créatures ne mesuraient qu'1 mètre de haut, leurs gros poumons occupaient une plus grande partie de la cavité thoracique, la cage, que ceux des humains, ce qui impressionna davantage les pathologistes qui ont examiné leurs restes.
Cela nous indiquait également que cette entité était peut-être conçue spécialement pour des longs voyages spatiaux. Bon. Si son cœur et ses poumons semblaient conçus par bio-ingénierie pour voyager sur de grandes distances, alors moi je pense que, bon c'est un petit gris, je pense que des petits gris, mais c'est selon des dires que j'ai déjà vu, des sources, je pense qu'ils ont été conçus par des reptiliens, je sais pas quoi, des autres races, en fait c'est des hybrides. Ça doit être des sortes de gris. Grande distance. Il en était même de son tissu squelettique. Bien qu'elle fût dans un état de décomposition avancée, les os de la créature semblaient fibreux, plus minces que les os humains comparables, tels que les côtes, le sternum, la clavicule et le bassin. Les pathologistes ont spéculé que les os étaient plus souples que les os humains et que leur résistance était peut-être due à leur fonction d'amortisseur. Des os aussi fragiles que ceux des humains se seraient brisés plus facilement sur le stress auquel ces entités extraterrestres devaient être soumises régulièrement. Toutefois, avec leur squelette souple, ces entités paraissaient bien munies contre les chocs et les traumatismes physiques d'une force extrême, et elles pouvaient résister à des fractures qui handicaperaient des voyageurs humains, c'est ce que je disais, de l'espace dans un environnement semblable. L'équipe militaire de récupération sur le site de Roswell avait rapporté que les deux créatures toujours vivantes, après l'écrasement, avaient de la difficulté à respirer notre atmosphère. Bon. Était-ce parce qu'elles avaient été projetées soudainement hors de leur vaisseau sans protection, ou parce que notre atmosphère était toxique pour elles? Nous l'ignorons. Nous ne savons pas non plus si la créature qui est morte très peu de temps après l'écrasement avait du mal à respirer parce qu'elle était mortellement atteinte ou pour une autre raison. Les témoins militaires ont affirmé qu'elle avait lutté pour respirer à partir du moment où elles avaient sécurisé le secteur. D'autres ont dit qu'elle s'était mise à halter seulement après avoir été atteinte d'une balle tirée par l'une des sentinelles. Je pense que c'est à cette soudaine exposition à la puissante gravitation terrestre qu'il a d'abord fait paniquer, ce qui pourrait expliquer sa difficulté à respirer. Ensuite, après s'être sauvée et avoir été abattue, malheureusement, elle haletait sans doute à cause de ses blessures. Le rapport du médecin légiste ne mentionnait rien au sujet des gaz toxiques et du type d'atmosphère qui croyait que ces créatures respiraient naturellement. Si l'aéronef de Roswell était un vaisseau de reconnaissance ou de surveillance, comme le croyaient les analystes militaires de Whiteflade, en anglais je suis pas terrible, il est alors fort probable que ses occupants n'aient jamais eu l'intention de sortir de leur appareil, lequel était équipé d'un dispositif pouvant pénétrer notre nuit ou utiliser les différences de température de divers objets pour créer une image visuelle leur permettant de se déplacer et de voir dans l'obscurité. De plus, comme ils pouvaient s'échapper à nos intercepteurs et apparaître et disparaître sur nos écrans radars volontés, ils se contentaient probablement d'observer en restant à l'intérieur. Peut-être que des vaisseaux d'un autre type déployés par cette même civilisation étaient équipés pour atterrir et remplir des missions et possédaient donc à bord, pour leurs membres d'équipage, des dispositifs respiratoires et antigravitationnels, leur permettant de sortir de l'aéronef sans en subir aucune conséquence. Le médecin légiste n'a rien spéculé à ce sujet. Ce qui a néanmoins intrigué ceux qui ont examiné le vaisseau une fois qu'il a été expédié à Whiteflade, ce fut l'absence totale de toute installation servant à préparer de la nourriture. Il n'y avait pas non plus à bord aucune réserve de produits alimentaires. À une époque où les voyages dans l'espace n'étaient qu'un fantasme, les auteurs de science-fiction, les analystes militaires formulaient déjà des idées pour réaliser une telle technologie. Il ne s'agissait pas de voyager jusqu'à d'autres planètes, mais de naviguer autour de la planète. Parce que les planificateurs militaires croyaient que les Allemands développaient cette même technologie en extension de leur programme de fusée V2. Oui, après, on comprend qu'avec les ovnis et onobus, bon bref. Si l'on projette d'envoyer des hommes en orbite autour de la Terre, comment traitera-t-on leurs déchets, comment leur fournira-t-on un oxygène adéquat et comment les substanteront-on pendant une période prolongée? Il est évident qu'après avoir mis au point un véhicule de lancement créant une poussée suffisante pour placer un aéronef en orbite, le problème suivant réglé consiste
à le laisser en orbite assez longtemps pour accomplir une mission. L'aéronef de Roswell semblait avoir réglé ce problème puisqu'il était arrivé ici en provenance d'ailleurs. Rien n'indiquait toutefois comment avaient été résolus les problèmes pratiques comme la préparation de la nourriture et l'élimination des déchets. Il y a eu beaucoup de spéculations parmi les divers médecins légistes quant à la composition de ces êtres et à leur substantation. Premièrement, tous les médecins étaient plus stupéfaits par les similitudes que par les différences entre nous et ces êtres. Plutôt que de ressembler à d'horribles insectes ou aux cannibales reptiliens qui attaquaient la Terre dans la guerre des mondes, ces êtres étaient des petites versions de nous-mêmes, à peine différentes. C'était aussi étrange que sinistre. Si les médecins n'ont pu saisir le fonctionnement chimique du corps de ces entités, ils ont néanmoins pu déterminer que ce corps ne contenait aucun nouvel élément de base. Cependant, les rapports en ma possession indiquaient la présence de nouvelles combinaisons de composés organiques qui requerraient beaucoup plus d'évaluation de la part des médecins avant que ceux-ci puissent se faire une opinion. Le fluide qui servait de sang à ces êtres et qui semblait également réguler les fonctions corporelles de la même façon que les sécrétions glandulaires chez les humains était d'un intérêt particulier. Chez ces entités biologiques, les systèmes sanguins et lymphatique semblaient combinés. En outre, s'il se produisait un échange de nutriments ou de déchets à l'intérieur de ces systèmes, cet échange ne pouvait avoir lieu qu'à travers l'épiderme de ces créatures ou leur revêtement de protection extérieure, car elles ne possédaient ni système digestif, ni système d'évacuation des déchets. Le rapport médical révélait que ces êtres étaient recouverts d'une enveloppe protectrice d'une seule pièce, recouvrant entièrement le corps, comme une combinaison de plongée et dont les atomes étaient alignés de façon à lui assurer une grande flexibilité et une grande résistance aux tensions. Un examinateur a noté une similitude avec la toile d'araignée, qui semble très fragile mais qui en est réaliste, très résistante. Ah, c'est vrai. La toile d'araignée. Les qualités uniques d'une toile d'araignée sont dues à l'alignement de ses fibres qui lui procurent une grande résistance car elles peuvent s'étirer sous une grande pression tout en manifestant une résistance leur permettant de retrouver leur forme même après un impact. C'est pour ça que des araignées c'est quand même assez mystérieux. Une fois j'ai vu une émission, les toiles d'araignées, tout ça c'est quand même incroyable. Bon, moi j'ai toujours la frousse des grosses araignées, mais bon, arachnophobie, mais c'est vrai que c'est impressionnant, comme je veux dire moi. De même, le costume spatial de la créature semblait étiré autour d'elle et lui adhérer totalement au corps, lui procurant une parfaite protection. Les médecins n'avaient jamais rien vu de tel. Tu m'étonnes. Je crois avoir enfin compris quelques années plus tard, après avoir quitté le Pentagone, alors que j'achetais un sapin de Noël. Dans l'air glacial, je vis le jeune vendeur insérer la tête de l'arbre dans un petit appareil qui a automatiquement recouvert les branches d'un filet de ficelle afin qu'elles restent en place pendant le transport. Rendu à la maison, j'ai dû découper le filet avec un couteau pour libérer l'arbre et séparer ses branches. Ce système d'emballage m'a rappelé spécifiquement le rapport médical sur la créature de Roswell, et j'ai imaginé que le processus de filage de manteau de cet être ressemblait peut-être à cela. L'alignement longitudinal des fibres du costume a aussi incité les médecins légistes à penser que ce vêtement pouvait protéger la créature contre des rayons cosmiques de basse énergie qui bombardent régulièrement tout vaisseau durant un voyage spatial. Les organes de la créature semblaient tellement fragiles et démesurés que les médecins légistes de Walter Reed ont imaginé que sans son vêtement, elle aurait été vulnérable au traumatisme physique cumulatif dû à un constant bombardement de particules énergétiques. Un voyage spatial sans protection contre les particules subatomiques pourrait soumettre le sujet au même type d'effet que s'il cuisait dans un four à micro-ondes. Si le bombardement de particules à l'intérieur du vaisseau était suffisamment lourd pour constituer une averse, il stimulerait et accélérerait tellement la structure atomique de l'entité que l'énergie thermique résultante le ferait littéralement cuire.
Les médecins de Walter Reed, ouais, il faut chercher loin, furent également fascinés par la nature de la peau de cet être. Bon. Bien que leur rapport préliminaire ne fasse état d'aucune analyse chimique, elle ressemblait à une mince couche d'un tissu adipeux n'évoquant rien de connu. De plus, elle était entièrement perméable, comme s'il y avait un échange chimique constant avec le système sanguin lymphatique. Hein, je crois que c'est comme ça, lymphatique. Ouais. Était-ce ainsi que ces créatures se nourrissaient durant leur voyage et disposaient de leurs déchets? Leur bouche minuscule et l'absence de système digestif déconcertèrent tout d'abord les médecins car ils ne savaient pas comment elles se sustentaient. Leurs hypothèses selon laquelle elles traitaient des produits chimiques libérés par leur épiderme et peut-être même recycler des déchets auraient expliqué l'absence de tout appareil de préparation d'aliments ou de traitement des déchets à bord de leur vaisseau. J'ai pensé toutefois qu'elles n'en avaient pas besoin, car elles n'étaient pas de véritables êtres vivants, mais seulement des robots ou des androïdes. Alors, vous voyez déjà, dans un contexte peut-être plus hybride, on ne sait pas trop. Une fois, il y avait la reine de la ruche, c'était Patrick Desson, un ami à moi qui habite pas loin de chez moi, enfin j'essaie d'y faire. Et il m'a dit que la reine qui est au-dessus de tout ça, ça fait penser en plus au film Alien, c'est la reine de la ruche, c'est une femme bio-énergétique, bio-robot, bio-androïde, qui serait à la base de tout ça. De tous les grilles, etc. Je sais pas, enfin bref. Bon, on va pas rentrer trop dans le... Les ingénieurs de White Fleet, un peu comme dans les fourmis, quoi, ont aussi avancé une autre explication. Il n'y avait aucun besoin de préparer de la nourriture dans ce vaisseau s'il n'était pas qu'un véhicule de reconnaissance ne s'aventurant jamais très loin du mot vaisseau mère. Oui, parce qu'après il y a le vaisseau mère qui est beaucoup plus gros. Le faible métabolisme de la créature signifiait qu'elle pouvait survivre à de longues périodes loin du vaisseau mère en subsistant jusqu'à son retour à la base grâce à des aliments préemballés. Ni les ingénieurs de White Fleet ni les médecins légistes de Walter Reed ne pouvaient expliquer comment étaient traités les déchets de ces êtres. Peut-être suis-je allé trop loin en concluant à des robots ou à des androïdes dans mon rapport au général Trudeau. Ben, c'est peut-être pas si faux. Mais je persistais à penser que l'analyse dont je lisais le compte-rendu tenait davantage de la description de l'épiderme d'une plante d'intérieur. Ça aurait été là une autre explication de l'absence d'installation alimentaire de traitement des déchets. Au cours de l'autopsie préliminaire et des suivantes, on accorda une grande attention à la taille, à la nature et à l'anatomie du cerveau de ces créatures. On accorda aussi beaucoup de crédibilité aux propos des témoins oculaires qui avaient dit avoir reçu intérieurement des impressions de souffrance et de grande douleur de la part de la créature mourante. Comme personne ne l'avait entendu proférer un son, les membres du personnel du renseignement militaire ont présumé que ces pressions étaient dues à une sorte de projection empathique ou de télépathie mentale. Hein, par télépathie, c'est comme ça souvent qu'ils communiquent quand ces êtres-là sont en face des êtres humains, on va dire. Hein. Ou par les paralyser. Hein. Les témoins ont bien précisé qu'ils n'avaient entendu aucun mot dans leur tête, mais uniquement la résonance d'une impression partagée ou projetée. Beaucoup plus simple qu'une phrase, mais beaucoup plus complexe, car ils partageaient alors que avec les créatures non seulement une souffrance, mais aussi une profonde tristesse. Comme un regret pour les autres créatures qui avaient péri à bord du vaisseau. Ces témoignages n'ont intrigué davantage que toute une autre information recueillie sur le site de l'écrasement. Les examinateurs médicaux croyaient que le cerveau extraterrestre, démesuré par rapport au cerveau humain et à la taille et à la créature, comportait 4 sections distinctes. Les créatures étaient mortes et leur cerveau avait commencé à se décomposer au moment où il fut retiré de leur crâne spongieux, qui ressemblait davantage à du cartilage qu'à l'ossature dure d'un crâne humain. Même si les créatures avaient été vivantes au moment de l'examen, la technologie médicale de 1947 ne possédait ni l'échographie ni la tomographie à haute résonance des laboratoires de radiologie d'aujourd'hui. En conséquence, les médecins n'avaient aucun moyen pour évaluer la nature des lobes crâniens ou sphères, comme s'ils les désignaient dans leur rapport. Ainsi, malgré toutes les spéculations sur la nature du cerveau de ces créatures, projection de la pensée, pouvoir psychokinétique et ainsi de suite,
Il n'existait aucune preuve crédible de quoi que ce soit sur les rapports étaient très pauvres et en véritable données scientifiques. Un indice du fonctionnement du cerveau extraterrestre résidait peut-être dans les bandeaux décrits dans mon rapport. Parmi les artefacts que nous avons récupérés se trouvaient des dispositifs ressemblant à des bandeaux, mais ne possédant aucun ornement ni aucune décoration. Ils étaient enchâssés dans un type de plastique flexible par une technique de vulcanisation très avancée, des conducteurs électriques ou des capteurs semblables à ceux d'un électroencéphalographe ou d'un polygraphe. Ce bandeau était ajusté à la partie de la tête située juste au-dessus des oreilles, où la taille du crâne commençait à augmenter pour héberger l'énorme cerveau. À l'époque, selon les rapports du terrain et les analyses subséquentes effectuées à Whitefleet, les ingénieurs du commandement du matériel aérien ont pensé qu'il s'agissait peut-être de dispositifs de communication s'apparentant aux micro-gorges de nos pilotes de la Deuxième Guerre mondiale. Mais, comme je l'ai découvert lorsque j'ai évalué ce dispositif et l'ai envoyé à la rétro-ingénierie, il pouvait s'agir d'un micro-gorge dans la même mesure qu'un stylet primitif serait le précurseur de l'imprimante laser couleur. On a compris maintenant? Qu'il suffise de dire qu'au cours des quelques heures, le matériel fut présent à Walker Field, à Roswell, plus d'un officier de la 509e base s'est précautionneusement mis cet objet autour de la tête en essayant de comprendre à quoi il servait. Au début, il ne se passait rien, il n'y avait aucun bouton, aucun interrupteur, aucun fil, rien qui puisse même ressembler à un panneau de contrôle. Oui, personne ne savait donc comment l'allumer ou l'éteindre. De plus, ce bandeau n'était même pas ajustable, bien qu'il fût suffisamment élastique pour convenir à toutes les créatures dont le crâne était assez gros pour s'y adapter. Ah bah oui. Cependant, selon les rapports que j'ai lus, les quelques officiers dont la tête était assez grosse pour établir un contact avec toute la série de conducteurs ont eu le choc de leur vie. Ils avaient éprouvé une faible sensation de picotement dans la tête ou bien une intense migraine ou encore une brève série de couleurs dansant ou explosant sous leurs paupières s'ils tournaient le dispositif autour de leur tête et plaçaient les capteurs en contact avec différentes parties de leur crâne. Les rapports de ces témoins directs m'ont incité à penser que les capteurs stimulaient différentes parties du cerveau tout en échangeant de l'information avec ce dernier. Encore une fois, selon l'analogie de l'électroencéphalographe, ces appareils étaient un mécanisme très sophistiqué pour traduire les impulsions électriques en commandes spécifiques dans le cerveau de ces créatures. Moi, une fois, quand j'avais fait dans la marine, j'avais été dans la marine 6 mois, à un moment, je faisais un stage pour faire les pompiers. Hein. Bon, il y avait de tout. Hein. J'avais mis un casque et le casque était trop petit, ça veut dire que j'avais un gros crâne. Donc, il a été choisi. Il n'y en a pas beaucoup d'avoir des gros crânes. Hein. J'avais un gros crâne, ils ont dû remettre un autre casque qui était plus grand. Ils avaient du mal à trouver un casque. Bon, enfin bref. Passons. Ces bandeaux constituaient peut-être l'interface du pilote avec le système de navigation et de propulsion du vaisseau, combiné à un appareil de communication longue distance. Au début, je n'en savais rien, mais c'est quand nous avons entrepris le développement du projet de recherche sur les ondes cérébrales, vers la fin de mon mandat du Pentagone, que je me suis rendu compte que ce que nous possédions et que nous pouvions le développer. Il aurait fallu longtemps pour récolter de cette technologie, mais 50 ans après Roswell. Des versions de ces dispositifs ont fini par devenir des composants du système de contrôle de navigation de certains des hélicoptères les plus sophistiqués de l'armée. Et elles seront bientôt sur le marché américain de l'électronique comme dispositif d'entrée utilisateur pour les jeux d'ordinateur personnels. Les premiers analystes et ingénieurs de la force aérienne, autant à la 509e base qu'à Whitefleet, furent également perplexes devant l'absence de tout système de propulsion et de contrôle dans le véhicule qui s'était écrasé au sol. En lisant leurs rapports et en examinant les artefacts selon le point de vue qui était le mien en 1961, j'imaginais que la clé pour comprendre ce qui propulsait et dirigeait le vaisseau ne se trouvait pas uniquement dans le vaisseau lui-même, mais dans la relation entre les pilotes et l'appareil. Si nous supposions l'existence d'un système de guidage par ondes cérébrales, qui aurait été aussi spécifique de la signature électronique des pilotes qu'à celle du vaisseau,
Nous avons là un concept de vol guidé entièrement révolutionnaire où le pilote était lui-même le système. Imaginez des appareils de transport dont la clé d'allumage serait un code numérisé dérivé de notre signature électroencéphalographique et lu automatiquement quand nous revêtirions une sorte de bandeau sensorisé. Ouais, je sais, il faut. Hein. Je crois que ces vaisseaux étaient dirigés ainsi, par interaction directe entre les ondes électroniques générées par le cerveau des pilotes et le contrôle directionnel de l'appareil. C'est-à-dire qu'une fois j'avais vu ça, que les êtres extraterrestres, ils dirigeaient leur vaisseau, hein, certains êtres, les petits gris, par leur pensée en fait. Le vaisseau était dirigé par leur pensée, par télépathie. Hein, c'est un truc de dingue. Hein, bon, bref. Les signaux électroniques de cerveau étaient interprétés et transmis par les borneaux qui servaient d'interface. Je n'ai jamais réussi à obtenir une copie du rapport de l'autopsie de l'extraterrestre effectué à Bethesda que la marine a reçu du général Twining. Je n'ai obtenu que le rapport de l'armée. Les autres cadavres furent d'abord entreposés à Whitefleet, puis ils furent disséminés parmi les services. Quand la force aérienne est devenue une branche indépendante de l'armée, les cadavres entreposés à Whitefleet, ainsi que le vaisseau, furent expédiés à la base aérienne de Norton, en Californie, où on entreprit des expériences pour reproduire la technologie du véhicule. C'était logique. La force aérienne s'intéressait aux capacités du vol du vaisseau et à la construction de défense contre lui. On a fait des expériences à Norton et finalement à la base aérienne de Nennis, au Nevada, au fameux site de Groom Lake. Ouais, bah ça, zone 51, où fut développée la technologie furtive. D'ailleurs, l'avion furtif B2, ça vient de là, hein, une technologie, bref, au passage. L'armée ne s'intéressait qu'au système d'armement du vaisseau et à sa rétro-ingénierie pour notre propre usage. L'appareil est toutefois resté à Norton, où la force aérienne et la CIA ont maintenu un genre de musée de technologie extraterrestre, dernier repos du vaisseau spatial de Roswell. Ce sont des crashs, il y en a eu des dizaines et des dizaines, hein, bref. Les expériences de reproduction du vaisseau extraterrestre se sont toutefois poursuivies au cœur des ans, alors que les ingénieurs tentèrent d'en adapter les systèmes de propulsion et de navigation à notre propre niveau technologique. Cela continue à ce jour, presque à la vue des gens munis d'une habilitation de sécurité qui sont conduits ou sont gardés de sécurité qui sont conduits ou sont gardés des véhicules. Au cours des années, les reproductions de ces véhicules sont devenues le sujet d'une saga interne parmi les officiers militaires supérieurs et les membres du gouvernement, particulièrement les membres privilégiés du Sénat et de la Chambre des représentants, qui votent dans l'intérêt des militaires. CA qui l'ont en montré, les secrets sont immédiatement liés par la législation sur le secret national et ne peuvent révéler ce qu'ils ont vu. Ainsi, le camouflage officiel est maintenu malgré le grand nombre de personnes qui connaissent la vérité. J'avoue que je n'ai jamais vu de mes yeux le vaisseau à Norton, mais il est passé suffisamment de rapports sur mon bureau durant mon mandat à la technologie étrangère que je connaisse le secret et la façon dont il a été gardé. Il n'existait aucune explication technologique connue sur le mode d'opération du système de propulsion du vaisseau de Roswell. Et au moment où je vous lis, au moment où je dis Roswell, ça faisait 33 minutes 33. Et il n'y avait pas de moteur atomique, pas de fusée, pas de moteur à réaction ni aucune forme de poussée par l'hélice. À la division recherche et développement des 3 branches du service, nous avons cherché pendant des années à s'adapter le système de propulsion du vaisseau à notre propre technologie, mais tout au long des années 1960-1970, nous n'avons pas réussi à le rendre opérationnel. Les pilotes du vaisseau étaient capables de déplacer la gravité par la propagation d'ondes magnétiques contrôlées en inversant les pôles magnétiques autour de leur appareil, de manière à contrôler ou diriger non pas un système de propulsion, mais la force de répulsion de charge identique. Une fois qu'ils l'eurent réalisé, les ingénieurs de nos principaux entrepreneurs de la défense ont rivalisé pour découvrir comment ce vaisseau pouvait maintenir sa capacité électrique et comment ses pilotes pouvaient vivre dans les champs énergétiques d'une onde. L'enjeu était non seulement une grande découverte, mais la chance inouïe d'obtenir un contrat de développement de plusieurs milliards de dollars pour toute une génération de vaisseaux militaires aériens et sous-marins, ce qui n'est pas étonnant.
Les révélations initiales sur la nature du vaisseau et sur son interface de pilotage sont apparues très rapidement au cours des premières années d'expérimentation à Norton. La force aérienne a découvert que tout le véhicule fonctionnait exactement comme un condensateur géant. Autrement dit, l'appareil lui-même emmagasinait l'énergie nécessaire pour propager l'onde magnétique qui le faisait s'élever, ce qui lui permettait d'échapper à la gravité terrestre et d'atteindre une vitesse supérieure à 11 000 km/h. Les pilotes n'étaient pas affectés par les énormes forces gravitationnelles qui s'accumulent lors de l'accélération des aéronefs conventionnels, car c'était comme si la gravité était repliée autour de l'extérieur de l'onde, enveloppant l'appareil. Peut-être était-ce comme voyager dans l'œil d'un cyclone, mais comment les pilotes étaient-ils connectés à l'onde qu'ils créaient? J'ai rapporté au général Trudeau que le secret de ce système résidait peut-être dans la combinaison recouvrant ces créatures. L'alignement atomique de cet étrange tissu était pour moi un indice que les pilotes eux-mêmes contribuaient à l'emmagasinage et à la production électrique du vaisseau. Ils ne faisaient pas que piloter ou diriger le véhicule, ils faisaient partie de son circuit électrique, le dirigeant de la même manière que l'on fait volontairement bouger un muscle. Le véhicule était simplement une extension de leur propre corps, car il était attaché à leur système neurologique d'une façon que nous commençons à peine à employer aujourd'hui. Ces êtres étaient donc aptes à survivre pendant de longues périodes à l'intérieur d'une onde de haute fréquence en devenant le principal circuit du contrôle de cette onde. Ils étaient protégés par leur costume qui les enfermait de la tête aux pieds, mais qui leur permettait de ne faire qu'un avec leur véhicule. En fait, il y a une connexion avec tout le truc. Faisant partie littéralement de l'onde. En 1947, cette technologie était réellement nouvelle pour nous, car elle était aussi redoutable que frustrante. Si seulement nous pouvions développer la source d'alimentation nécessaire pour produire autour d'un véhicule une onde magnétique bien définie, nous pourrions exploiter une technologie surpassant toute forme de propulsion à réaction. Nous tentons encore aujourd'hui de maîtriser ce processus 50 ans après être entré en possession de ce vaisseau. J'ai écrit jusque plus tard dans la nuit afin de terminer mon rapport à l'attention du général Trudeau. Je voulais au moins qu'il voie que notre stratégie incluait la probabilité que même avec une évaluation rudimentaire du matériel, nous ayons les éléments nécessaires pour développer des produits spécifiques. Je désirais entreprendre tout le processus en lui rédigeant un rapport général sur la nature des êtres qui avaient été autopsiés et sur ce qu'une analyse de leur vaisseau spatial nous permettait de comprendre de leur technologie. Je terminais juste avant le lever du soleil et la journée s'annonçait magnifique. Premièrement, c'était le jour où je déposerai mon rapport sur le bureau du général. Je me tiendrai à l'attention devant lui et je lui dirai: voici le rapport que vous attendiez, général. Confiant que le contenu dépasserait ses attentes, parce que le sujet était aussi nouveau que complexe. Je désirais toutefois me raser et revêtir une chemise toute propre. C'était tout ce que je voulais. Je n'avais même pas besoin de dormir car mon optimisme et ma confiance en cet instant étaient plus intenses et me procuraient davantage de force que ne n'aurait fait quelques heures de sommeil. J'avais dit à peu près 3/4 d'heure, je ne sais plus, 40 minutes, bref. Je savais que je travaillais à quelque chose d'important et qui changerait le monde. Là, dans le sol du Patagone, dormant depuis plus d'une décennie, se trouvaient des secrets que mes prédécesseurs avaient à peine commencé à découvrir quand ils avaient dû s'interrompre. Peut-être était-ce à cause de la guerre de Corée ou parce que la CIA ou d'autres agences de renseignement avaient fait cesser cette opération de la division recherche de développement. Mais cela appartenait désormais au passé. J'étais au bureau de la technologie étrangère et ce matériel était sous ma responsabilité, comme le général Twining avait dit qu'il devait l'être 14 ans auparavant. Dans ces tiroirs, j'avais découvert les pièces d'un puzzle qui inaugurerait une toute nouvelle ère technologique. D'accord ? Des choses qui n'étaient que des lubies dans l'esprit des ingénieurs, des scientifiques se trouvaient là, sous mes yeux. De froid
artefact d'une civilisation avancée. Un vaisseau piloté par des ondes cérébrales et flottant sur une onde d'énergie électromagnétique, des créatures regardant dans les appareils, leur permettant de changer la nuit en jour, et des rayons de lumière tellement fins et précis qu'on ne pouvait les voir que s'ils frappaient un objet lointain. Pendant des années, les scientifiques avaient réfléchi au voyage dans l'espace, particulièrement depuis que les Russes avaient lancé leur Spoutnik, c'est-à-dire en 1957. Au cours des années 50, sous la direction du général Arthur Trudeau, à la division recherche et développement, l'armée avait développé des plans pour établir une base lunaire opérée par les militaires, mais le projet fut finalement mis sur les tablettes à cause de la création de la NASA. De toute façon, des bases militaires nazies, il y en a déjà dessus, depuis les années 40. Bah oui, il faudrait peut-être les mettre au courant aussi, hein, les ovnis au début, tout ça, c'est déjà en 1942. Apparemment, le premier homme qui était marché sur la Lune, c'était un SS, je crois que c'était en 1942. Donc, bon, ça, à mon avis, c'est encore une autre histoire. Ça, il faut lire les programmes spatiaux secrets. D'ailleurs, j'attends le 4 au mois de novembre, énormément, avec le programme chinois. Alors, ces plans visaient à résoudre les problèmes du voyage spatial, prolongé de l'adaptation à la faible réalité régnant sur la Lune. Mais voici que se trouvait sous nos yeux la preuve qu'une civilisation extraterrestre s'était adaptée au voyage spatial prolongé, à différentes gravités ainsi qu'à l'exposition aux milliards de particules et d'ondes énergétiques qui frappent un vaisseau spatial. Nous n'avions qu'à rassembler le vaste game de ressources militaires et industrielles à la disposition de la division recherche et développement et à récolter cette technologie. Nous l'avions entre les mains et il suffisait de découvrir comment l'utiliser. La véritable aventure commençait enfin et j'étais au tout premier rang. Donc aux premières lueurs brillantes à l'horizon comme la promesse du jour à venir. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche. Ouais. Je me suis rasé, j'ai bu un café et j'ai revêtu le plus bel uniforme possible. Je roulais ensuite vers l'est, à l'aube d'une toute nouvelle ère, mon rapport placé dans la mallette posée près de moi sur le siège avant. Je savais qu'il y en aurait d'autres contenant les détails de projets à long terme, très complexes, mais celui-ci était le premier. Le fondement, un rayon de lumière dans un passé occulté et un futur incertain. Il s'agissait néanmoins d'une lumière et c'était là l'important. Ce n'était pas le temps de dormir. Il y avait trop à faire. Et voilà, le chapitre vient de finir. Voilà, ça fait pratiquement 3/4 d'heure. L'IBI, l'entité biologique extraterrestre. Voilà. Et je vais terminer. Parce que le temps de la télécharger, bon, ça va être rapide, hein, mais tant que je mette le titre, tout ça, là, ça va être long. Hein, donc, je sais pas si je vais mettre le titre directement sur la vidéo, je vais voir. Je préfère la télécharger directement sur YouTube, il y en a peut-être pour 10 minutes, ça va être très vite. Et je vais voir. Je sais pas. Peut-être moins de 10 minutes. Je sais parce que si je commence à faire ça, ça va être long que le titre. Je vais réfléchir. Bon, je verrai bien. Voilà, je voulais lire un chapitre, très long chapitre, parce que maintenant que j'ai la fille, bah, ça va 10 fois plus vite. Et voilà, je suis content. Au lendemain de Roswell, l'IBI, en contact extraterrestre. Un ancien officier du Pentagone révèle les faits et l'étonnante histoire de récupération d'une technologie avancée tenue secrète par le gouvernement américain. Colonel Philip J. Corso, avec William J. Burns. Voilà. Et je coupe là. Merci. À bientôt. Ah bon, dans au moins 3 jours, hein, je vais dire. 3 jours, 2 jours. Bon, a plus. Merci.